Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La Famille du Livre, Ahl el-Kitab. L'actualité étant celle qu'elle est, j'ai décidé de demander à mes invités ce qu'ils pensaient et de l'attitude qu'il fallait avoir pour ce second tour des élections présidentielles françaises. Alors, j'ai Monsieur l'imam Hassan Chalroubi, président de la conférence des imams de France, le rabbin Moshe Levin, conseiller spécial du grand rabbin de France et vice-président de la conférence des rabbins européens, le père Antoine de Romanet, du collège des Bernardins, au département religion et justement politique. Alors, c'est quelque chose de tout à fait historique, je crois, je vous demanderai votre avis, de voir un parti d'extrême droite à ce point élevé qu'il est au second tour des élections présidentielles. À quoi les responsables religieux, à votre avis, doivent-ils appeler? Alors, il n'y a pas 36 choix, il y en a 3. Il y a voter Macron, il y a voter Le Pen et il y a l'abstention. Et il y a voter blanc. Et il y a voter blanc. Donc ça en fait 4. Je commence par vous, père Antoine de Romanet. Écoutez, le principal souci du responsable d'une communauté est d'en assurer l'unité. Et vous comprendrez que nous ne sommes pas appelés à donner des consignes de vote, ni dans nos communautés particulières, ni dans nos communautés générales. Si vous voulez diviser une communauté, commencez par là. Maintenant, il est important de rappeler les enjeux, l'importance de la participation à la vie de la cité, l'importance du vote, l'importance de pouvoir éclairer son discernement et d'avoir un certain nombre de points de repère de manière à se situer et de pouvoir comprendre quels sont ce qui est en jeu et ce que ma foi peut me conduire à comprendre. Alors là, c'est une démarche donc, de chaque individu. Et pour ce qui concerne l'Église catholique, il y a eu un communiqué de la Conférence des évêques de France à ce sujet, replaçant bien les différents enjeux, mais laissant à chacun le soin ultimement de prendre une décision. Est entendu d'ailleurs que sur un certain nombre de sujets, la pondération des éléments peut différer de manière tout à fait légitime d'un individu à l'autre. D'accord. Ce qui est clair, si vous voulez, c'est que ce qui est au cœur des préoccupations, c'est l'homme, tous les hommes, le tout de l'homme, la dignité de l'homme, le respect de l'homme dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il représente, quelle que soit son origine, son passeport ou sa couleur de peau. Et l'Écriture nous invite, comme vous l'avez magnifiquement rappelé en d'autres circonstances, lors d'émissions que nous avons pu faire par ailleurs, combien l'étranger est une figure absolument centrale et combien nous sommes tous des étrangers. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme. Il ne s'agit pas de se dire que les choses se règlent d'un coup de baguette magique ou d'une manière incantatoire. Il s'agit de bien cerner quels sont les enjeux, quels sont les ressorts, quelles sont les questions, quelles sont les douleurs et les drames qui sont souvent exprimés par les uns et par les autres, d'entendre avec intelligence et avec compassion ce qui est dit, ne pas considérer que les choses soient tout blanc ou tout noir. Bien sûr. La réalité est complexe. Il est important d'avoir des grands critères de discernement, mais c'est à chacun de les mettre en œuvre personnellement. Alors, Moshe Levin, je crois savoir qu'il n'est pas dans la tradition du grand rabbin de France de se mêler de politique. Et pourtant, là, il y a eu à l'exception du Front National, je dois dire que le précédent grand rabbin de France, grand rabbin Gilles Bernheim, s'était aussi prononcé. Il avait écrit un livre qui s'appelle « Comment penser la France ?» et il s'était aussi prononcé. On était dans une élection qui n'était pas une élection présidentielle, mais des législatives, je crois que c'était prononcé. Donc, mais ici, les choses sont un peu différentes. Le rabbin ne se prononcera jamais
sur des partis qui sont démocratiques, où les valeurs de ce parti sont des valeurs qui s'imprègnent d'une certaine idée de la France. Jamais il ne se prononcera. Par contre, lorsqu'il y a un danger pour la société, pas seulement pour la communauté juive, parce que ce parti est bâti sur l'exclusion des autres et sur remettre la faute de la société qui ne fonctionne pas sur ceux qui sont toujours au pouvoir. Et chez nous, on a une vision de l'Europe, et moi en tant que vice-président, qui est une Europe qu'il faut certes redéfinir, sur quoi il faut retravailler, sur le projet, parce qu'il ne fonctionne pas bien, mais pour autant rejeter l'idée de l'Europe qui, rappelons-le, a permis qu'il n'y ait pas de guerre dans cette Europe, eh bien c'est quelque chose d'inacceptable, de vouloir sortir de l'Europe. Donc toutes ces raisons font, mais essentiellement aussi le fait qu'on tente de diviser la communauté nationale, qui a priori est indivisible, on tente de la diviser. Je vais prendre quelques exemples. C'est vrai qu'à la différence de son père, qui a été plusieurs fois condamné pour du négationnisme, pour des jeux de mots infects, à la différence, elle a fait soft. Elle a fait soft, elle n'a pas dit la Shoah n'a pas existé, elle n'a pas dit, comme son père, d'autres expressions. Néanmoins, récemment, elle est revenue sur quelque chose qui avait été un discours historique de Jacques Chirac en 1995. L'affaire du Veldiv. L'affaire du Veldiv, en disant que la France n'a pas de responsabilité là-dedans. Bon, or, permettez-moi d'en douter, c'est des policiers français qui ont amené les Juifs dans les wagons qui les ont conduits à Auschwitz. C'est des gendarmes français qui les ont amenés dans des wagons. Le président français l'a reconnu, voilà. Le président français l'a reconnu, mais ce n'est pas une histoire de droite ou de gauche, puisque rappelons quand même que Nicolas Sarkozy, qui a suivi Jacques Chirac, a dit la même chose, que François Hollande a dit la même chose, donc on est sur de la droite et de la gauche. Donc revenir sur cela, je pense que c'est entraîner de l'animosité déjà dans le pays. Ensuite, elle voit son projet, elle dit, bon, j'interdirai dans l'espace public la kippa, le voile, etc. On a vu aucun pays, la loi n'interdit pas, on a vu aucun pays interdire. Donc, ensuite, récemment, j'interdirai le halal et le kasher cette semaine. L'abattage halal et kasher, j'interdirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les juifs n'ont plus la place ici, ça veut dire que les musulmans n'ont plus leur place ici. C'est sa vision de la société. Vous savez, historiquement, cette affaire, en 1894, en Suisse, la Suisse a interdit l'abattage rituel kasher. Pourquoi? Parce qu'il y avait des juifs qui arrivaient de Pologne et ils se sont dit, si on ne leur donne pas à manger, ils seront obligés de partir. Eh bien, je crois que c'est un peu les mêmes idées. Elle place ici des mesures, elle veut placer des mesures qui feront que la communauté juive, qui historiquement est là depuis 1000 ans, et la communauté musulmane, ne se sentiront plus chez eux. Et c'est ça qu'elle veut placer. Et c'est là le danger de la société. Ensuite, on va entraîner de la haine entre les religions et l'État. C'est le bon modèle pour elle. Chez nous, ce n'est pas le bon modèle. C'est quelque chose d'inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle le Grand Rabbin de France a demandé de voter Macron et va envoyer une lettre à toutes les synagogues, à tous les rabbins de synagogue pour dire la même chose la veille du vote, c'est-à-dire de ne pas être tenté par l'abstention ou le vote blanc, mais de voter massivement Macron parce qu'il faut être cohérent. Si Emmanuel Macron est élu à 55-45, quelle sera sa capacité de gouverner? Ça le fragilise. Il faut lui donner la force de gouverner. Il faut le reconnaître. Et il a ce talent d'avoir voulu mettre des gens de droite et de gauche, qui est plutôt bien, de reprendre les compétences. Et c'est quelque chose qui a donné une espérance à la France. Donc, pas tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent, qui sont engagés dans la voie de Marine Le Pen. Mais notre devoir de responsable religieux, c'est aussi un devoir moral. Et là, on touche à la morale et à l'éthique. Et c'est la raison pour laquelle le Grand Rabbin s'est prononcé en défaveur de Marine Le Pen et en faveur de Macron, ouvertement. Hassan Chalroubi. Je partage ce qu'a dit mon frère le rabbin. Pareil aussi au sein de la communauté musulmane. Normalement, le vote, c'est le choix et la liberté de chaque citoyen. Chaque citoyen musulman qui pratique son droit de voter, de choisir son parti, tout ça. Mais le cas actuel, dans le contexte d'aujourd'hui, face à Marine Le Pen,
Macron, qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord pour lui. Il y en a qui ont voté Fillon, d'autres. Ce sont des partis républicains connus qui s'acceptent un peu, améliorer, trouver des solutions. Malheureusement, les extrêmes, quels que soient à gauche ou de droite, ils sont nourris un peu anti-système mondial, anti-banquier, anti-certains riches, anti-une classe un peu, et en même temps, face à l'islamisme. Le problème du terrorisme, le problème de l'immigration, la crise en Syrie, ailleurs, voilà. Ils ont essayé de créer la politique de rejet, de la haine, de la peur. Et là, face à ça, notre devoir, comme ils l'ont fait beaucoup de responsables de la communauté musulmane, on a appelé à voter un des candidats face à l'extrême droite. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité de l'avenir de nos enfants. Il ne faut pas qu'on oublie jamais l'histoire en Europe. Cette histoire sombre. Ils étaient une minorité, les nazis. Mais le crime, malheureusement, les dégâts et la haine, 50 millions de morts. Et cette minorité, elle a gangréné autant de... Malheureusement. Il faut qu'aussi la masse indifférente, elle se lève, sont responsables. Moi, je trouve, chacun qui ne fait pas son devoir, le 7 mai, pour voter, ce n'est pas question d'opinion ou politique. Nous, on n'a rien à voir à la politique, ni les partis de monsieur tel, de madame tel. Mais on est contre, on a une crainte par rapport au plan politique de madame tel il va diviser la société. On va avoir plus de crainte, plus d'avoir de confrontations. On risque même d'avoir des guerres civiles. Est-ce qu'on va sortir de l'euro? Est-ce qu'on va avoir un problème aussi d'avoir aux musulmans en général? Interdire l'abattage rituel. Et nous, la contrainte d'avoir la liberté d'exercer leur culte de cette manière. Aujourd'hui, on interdit ça. Demain, on interdit ça. Moi, le premier, j'étais contre le voile intégral. Moi, le premier, il y a d'autres responsables associatifs et musulmans en France qui ont été contre le terrorisme, contre le voile intégral, contre les sectes, contre la polygamie, contre tout ça. Ça fait que voilà, on fait notre devoir. Mais face à ça, on n'accepte pas le rejet. On n'accepte pas de mettre cette zizanie. Je pense que le 7 mai, c'est un devoir. Moi, le premier, je vais faire ce devoir. Chacun d'aller voter. Il faut que ça passe absenté. Même on n'est pas pour la politique de M. Macron ou pour le suite de ça, je pense que c'est un devoir très important de donner cette responsabilité. Vous savez, hier et avant-hier, comment dans nos rues, ils commencent à brûler des voitures. Et ça, c'est ma crainte. Je prie nuit et jour que la France paisible, la France du mieux vivre ensemble, la France de l'avenir de mes enfants, elle restera toujours cette France forte, multiculturelle, et cette France qu'on ne peut pas le diviser. Puis, le judaïsme a toujours refusé les extrêmes. Il y a un penseur juif qui est célèbre, Maïmonide, qui a vécu en Espagne musulmane, qui parlait de Shvil Azahav, la voie médiane. C'est-à-dire refus des extrêmes. Voilà, c'est clair, il n'était pas dans un aspect politique, mais il dit que les extrêmes sont jamais quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose d'évident. Vous remarquerez que je suis avec la droite et avec la gauche ici. Je suis au centre. Mais est-ce que de là où vous vous placez, c'est quand même difficile de ne pas entendre ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Il y a des gens qui ont peur du projet de Macron, qui ont peur de cette mondialisation, et qui la détestent même, et qui viennent à se dire, eh bien, puisque c'est comme ça, eh bien, moi aussi je vais faire que ça coule, moi aussi je vais faire que tout ira de travers, que je vote pas Le Pen par adhésion, mais je vote Le Pen parce que je suis pas content, parce que je suis désespéré, et parce que j'en ai marre. Vous l'entendez? Est-ce qu'avec Le Pen... Certainement pas, évidemment que non. Évidemment non. La sortie de l'euro, et tout le monde le dit, Luc Ferry l'a très bien dit, c'est comme si on sautait d'un avion à 10 000 pieds d'altitude. C'est vrai qu'on pourrait dire... Sans parachute. Sans parachute, bien évidemment. C'est vrai qu'on pourrait dire, les Anglais l'ont fait, mais les Anglais ne sont pas dans la zone euro. Ils n'ont jamais été... Ils n'ont jamais été, ils sont jamais été dans la zone euro. C'est différent. Donc les conséquences sont différentes. Nous, sortir de l'euro, avec la dette que nous avons, qui serait en francs, avec une dévaluation de 20-30%, ça serait catastrophique. Et je pense que, alors elle rejette tout, c'est sa perception des choses, mais je pense qu'il faut prendre du recul, de la réflexion. Voter n'est pas un acte anodin, mais c'est aussi un devoir. Il y a des pays où on est obligé d'aller voter.
Ce n'est pas le cas en France parce qu'on compte sur la bonne conscience des gens. Donc il faudra aller voter et aller bien voter, savoir ce que moi je dis et ce que le Grand Rabbin de France dit, d'aller voter Macron pour aller contre la haine et l'intolérance. Alors, quand vous dites, Rabbin Moshe Levin, je reprends vos propos, mais je vous pose la question à tous les trois, qu'arriver au pouvoir, ce qu'elle compte faire avec son équipe, c'est de supprimer l'abattage rituel kasher, halal, l'interdiction des kippas, etc. Est-ce qu'on ne peut pas voir là justement un signe qu'il n'y a pas de programme ? Il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas de solution, et que justement, on va gagner du temps en faisant que les uns et les autres se bagarrent et créer de la tension sur de la tension, parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Oui, mais je vais vous dire, après, c'est pas le général, mais il y avait une ville où il y avait un maire Front National, c'est Toulon. Maintenant, heureusement, ça n'en est plus. Lorsqu'il a administré ces villes, ça n'a pas été extraordinaire, les citoyens ont changé. Alors à l'échelle du pays, on peut imaginer ce que ça sera. Les villes ne sont pas mieux gérées, sont certainement moins bien gérées. En général, de temps en temps, on a un petit scandale dans la presse parce qu'on veut interdire telle ou telle chose, ou on veut demander telle ou telle, la confession des gens, etc. Donc on a de temps en temps des éléments dans la presse, mais l'administration de ces villes n'a pas été révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc imaginons, en termes d'un pays, ce que ça pourrait donner. Très sincèrement, si j'avais 1% d'espoir qu'elle pouvait régler les problèmes, j'aurais peut-être voté pour elle. Ce n'est pas le cas. J'ai même pas 1% d'espoir. Je pense qu'elle ne peut pas régler le problème, qu'elle va aggraver les tensions et les divisions dans la communauté, voire amener une guerre civile. C'est très possible. Il ne faut pas l'oublier. Tout est possible. En exacerbant les tensions, ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Je pense qu'il faut donner sa chance à Emmanuel Macron. Je pense, après, que c'est quelqu'un, d'une part, d'intelligent, que d'autre part, il a des gens de droite et de gauche, que d'autre part, ce qu'on regrette, c'est les problèmes économiques notamment, et le problème de sécurité. Sécurité, il a les conseils de notre ministre de la Défense, Le Drian, qui est reconnu à droite et à gauche, que l'économie numérique, il connaît la French Tech qu'il a créée, etc. Quand il était ministre de l'économie, s'il relance l'économie et qu'il travaille sur la sécurité, notamment avec les autres pays européens, eh bien on aura gagné la partie, à mon sens. Mais ce qui est évident, c'est qu'il a 5 ans pour le faire et que ça sera certainement la dernière chance. Si dans ces 5 ans, il ne règle pas les problèmes, en tout cas ne diminue pas le taux de chômage, etc., eh bien il est clair qu'au prochain coup, on a vu la différence entre il y a 15 ans avec Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui, eh bien il n'y aura peut-être pas une nouvelle chance. Père Antoine de Romanet, est-ce que le discours du Front National n'a pas dans ses gènes quelque chose qui est profondément à l'inverse du message catholique? Écoutez, vous savez, les choses sont extraordinairement contrastées et complexes. Et dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen, il y a une trentaine d'années, il y a un certain nombre de chrétiens traditionnalistes qui voulaient imaginer se retrouver dans les thèses de Jean-Marie Le Pen. Bon. Il est clair que ça pose de redoutables questions, que ce que l'Église met en avant en permanence, c'est la recherche du bien commun, qui est plus que la somme des intérêts individuels, la destination universelle des biens, et ce que j'ai au-delà de mes besoins propres, alors que mon frère crie de faim, c'est tout simplement une responsabilité écrasante dans ma vie et aux yeux du Seigneur. Voilà. La mise en œuvre de la fraternité, l'attention aux plus fragiles. Nous voyons bien que nous sommes ici sur des dynamiques qui permettent de discerner quelques éléments forts. Très clairement, dans la situation qui a été la nôtre au premier tour de l'élection présidentielle, nous avions un certain nombre de candidats qui voulaient faire exploser le système. Oui. Et c'est une vraie question pour nous aujourd'hui de se dire, mais comment se fait-il que dans un pays comme la France, autant de personnes puissent avoir le sentiment d'être sur le bas-côté de la société, sur le bas-côté de l'histoire, sur le bas-côté de l'économie, ne pas être considérées, ne pas être écoutées, ne pas être valorisées, ne pas être estimées, ne pas être reconnues, pour une bonne part.
Et donc, ces élections sont toujours l'occasion d'une prise de conscience et d'un examen de conscience, de se dire, mais comment va notre pays? Que se passe-t-il? Où sont les responsabilités? Il ne s'agit pas de désigner un tel ou un tel, Dupont ou Durand. Il s'agit de se poser la question véritablement de ce que nous faisons ensemble, de ce trésor commun qu'est la vie dans notre pays. Et il est clair que cela amène à beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en cause. Et cette invitation forte aux chrétiens à s'investir dans la vie publique. D'accord. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Parmi les éléments rappelés par les évêques de France, il y a la question des migrants. Et là aussi, on est en plein au cœur de toute la révélation biblique. Il ne s'agit pas encore toujours de faire de l'angélisme, mais il s'agit d'humanité. Oui. Et puis, très clairement, la question européenne est vue par l'Église catholique comme un élément porteur d'espoir. Nous finissons par être totalement aveugles des réalités de l'histoire la plus contemporaine. L'Europe occidentale n'a jamais été aussi longtemps en paix que depuis 1945. Et ça, c'est dû à des chrétiens, pour l'essentiel, allemands et français, qui, sur les ruines du désastre absolu qu'a été la Seconde Guerre mondiale, avec ce poids de conscience effrayant qu'a été la solution finale et les camps de la mort absolument bouleversants, se sont dit plus jamais ça. Ouais. Et mais il s'était déjà dit plus jamais ça, 14-18. Ouais. Donc oui, si ce n'est que beaucoup d'historiens s'accordent à penser que malheureusement la Seconde Guerre mondiale était en germe dans le traité de Versailles, et que la manière... Et on n'avait pas fait l'Europe. La manière dont l'Allemagne a été humiliée au sens de la Première Guerre mondiale et écrasée, a malheureusement porté en germe les années 30, et ce que nous ne connaissons que trop. Et donc, si vous voulez, la paix, c'est quelque chose d'extraordinairement fragile. Ça n'a rien d'une évidence. Ce n'est pas un acquis éternel. Ça s'est payé très cher. Et tous les monuments aux morts de nos communes et de nos lieux religieux témoignent du sacrifice de leur vie fait par tant d'hommes et de femmes. Alors, ça passe par la... Je termine par là. Il y a un dicaster à Rome qui traite de ces questions, il s'appelle Justice et paix. Et le pape François, dans ses écrits, insiste beaucoup sur cette double dimension. Là aussi, il faut toujours articuler et non pas opposer. Il n'y a pas de justice sans paix, il n'y a pas de paix sans justice. D'accord. Et c'est un sujet sur lequel nous avons tous à travailler et sur lequel nous devons tous être extraordinairement attentifs. Hassan Chalroumi, moi je voulais vous poser une question. Dans sa campagne, mais depuis qu'on l'entend parler, donc même avant la campagne, il se trouve que beaucoup de musulmans se sont sentis une cible privilégiée du discours du Front National. Est-ce qu'il y a une peur chez les musulmans? Bien sûr, il y a une peur. Il y a dernièrement, certains prêches ou d'autres, ils parlent où on va aller, quel avenir pour les musulmans de France. Bien sûr, ils commencent à parler tous. Il y en a, ils préparent. Il y en a, ils veulent vendre leur société. Il y en a, ils essaient de trouver des jobs dans leur pays d'origine ou aller au Canada. Ça, c'est une vérité. Hein. L'ambassade de Canada à Paris, il a réussi des demandes énormes pour partir au Canada et l'Angleterre. Ça aussi, en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Désolé. Aussi, comme je l'ai dit hier, avant-hier, quand j'ai déposé des fleurs à l'endroit où il y a les crimes contre ce policier sur l'avenue de Champs-Élysées, je pense que quand il y a des actes comme ça, barbares, commis au nom de notre religion, que la religion, la mienne, où je le pratique, elle n'a rien à voir dedans. Ce sont des criminels, des sectes, des barbares, terroristes, tout ça. 250 morts, ça fait que l'extrême droite, il va profiter. L'extrême, il pousse l'extrême. Imaginez-vous, dès que l'arrivée à un attentat comme celle du 13 novembre, presque 130 morts, 130 victimes, la majorité entre 17 ans jusqu'à 32 ans, il y a eu 1 million de Français de confession musulmane dehors, à la place de la République, sur le Champs-Élysées. Ça, on ne laisse pas la place au Front National de jouer le jeu.
on ne laisse la place à personne de faire l'amalgame. Mais malheureusement, l'indifférence et cette communauté qui est très silencieuse, et en plus il y a une partie aussi qui joue le double jeu, malheureusement avec les théories de complot, il n'est pas clair. On n'est pas clair. Oui, on a peur. Oui, c'est clair, on a peur de l'extrême droite qui monte. Oui, il y a beaucoup qui ont peur, comment ils vont réagir par rapport à des agressions physiques, par rapport à des changements de loi, par rapport aussi à leur avenir, tout ça. Mais en même temps aussi, nous, on a une part de responsabilité. En tant que citoyens, même on n'a rien fait. Nous sommes innocents. Mais en même temps, face à ces terroristes, on a des devoirs à faire. La date, elle est symbolique. On sera à la veille de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 7 mai, ouais. C'est la veille du 8 mai. Il ne faut pas oublier. Oublier l'histoire, c'est, comme on le dit, c'est l'inviter à se reproduire, malheureusement. On est à la veille, je pense qu'il y a quelque chose dans le symbole. Et ceux qui me diront Marine Le Pen n'est pas négationniste, n'exclut pas, etc., je dirais tout simplement, c'est que le parti, lui, n'a pas changé. Même si elle n'a rien eu comme parole antisémite ouverte, le parti, les hommes n'ont pas changé, ceux qui sont avec elle. Et la preuve en est, c'est que celui qu'elle a placé pour être président du Front National, qui vient d'être écarté, eh bien, c'est un négationniste. Donc, on voit bien qu'est-ce que le parti... Ce n'est pas parce qu'on a mis quelqu'un qui paraît plus soft, plus arrondi, entre guillemets, que son père à l'image, et qui a fait moins de déclarations sulfureuses, ouais, qu'on a changé le parti. C'est pas comme ça qu'on change un parti. D'accord. Merci, messieurs. Merci, messieurs, pour vos prises de position. Vous nous avez expliqué un petit peu ce que vous pensez les uns les autres, ce à quoi vous appelez les gens qui vous écoutent. Eh bien, on verra ce que l'histoire dira. À bientôt pour une nouvelle émission Al-Kitab, la famille du livre, sur Al Janoubia TV. Au revoir.